Je vais maintenant laisser la parole au directeur général Julien Ancel qui va nous présenter les nouveaux projets de 1001 Fontaines pour 2024 qui est déjà bien entamé, 2025 et au-delà. Merci beaucoup. On va parler d'avenir. Et pour commencer, on souhaitait avec Zaïd faire un focus sur un projet qu'on a lancé cette année au Bangladesh. Alors il faut savoir que le Bangladesh, c'est un pays qu'on regarde depuis assez longtemps chez 1001 Fontaines et on avait décidé de rouvrir le dossier il y a 2 ans en faisant une étude exploratoire. Et cette étude, elle a montré globalement qu'il y avait des besoins énormes, on s'en doutait, qu'il y avait des challenges massifs, et aussi elle nous a montré qu'il y avait plein de raisons de ne pas y aller. Il y a de l'arsenic, il y a le changement climatique, les gens ne veulent pas payer l'eau, il y a plein de projets qui se sont plantés, et ça ne marchera jamais, vous n'y arriverez jamais. Et alors là, fidèle à l'esprit de François Jacquenoux, on s'est dit, vous nous dites que ça ne marchera jamais, eh ben on va y aller quand même. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé d'aller plus loin, et qu'on a découvert par l'intermédiaire de la fondation Aqua for All une superbe ONG du nom d'Utran. Alors Zaïd, est-ce que tu peux nous parler de ton ONG et de ton projet d'accès Utran Pani? Oui, merci beaucoup. Je travaille chez Utran, comme j'ai déjà dit. Utran est une organisation locale qui a commencé en 1985 avec des écoliers, des lycéens qui voulaient changer le système éducatif. Et ça a évolué pour devenir une organisation nationale depuis 40 ans. Depuis 40 ans, donc on a commencé en travaillant sur les droits, sur les droits des êtres humains. Et un élément crucial pour Utran, c'était de nous assurer l'accès à une eau potable sur la définition au Bangladesh de l'eau potable a été différente que la norme internationale. En tant qu'ONG, nous avons testé une douzaine de solutions dans la partie sud-ouest du Bangladesh. Je viens. Le problème vient de l'arsenic, du fer et aussi la tenue en sel. Depuis 40 ans, la situation évolue et empire, s'aggrave. Les 13 solutions que nous avons tentées, les projets associatifs ont échoué. Il y a eu quelques impacts positifs, mais il n'y avait pas cette pérennité économique, sociale, environnementale. Chaque projet avait ses propres faiblesses. Nous avons mené des publications, des recherches par rapport au possible. Nous avons réfléchi à comment changer de récit autour de cet enjeu. Nous avons étudié plusieurs solutions et nous avons décidé de faire appel à tous les villages avec 4 000, 5 000 personnes. Nous avons une très grande population et nous avons fait appel à ces villages. Nous avons dit qu'il n'est pas possible de continuer comme on avait déjà fait, ça ne marche pas. Il y a un besoin de changement, il y a un besoin de faire quelque chose. Les parties rurales du pays a des disparités par rapport à l'allocation des budgets, par rapport aux villes. Quand on considère le volet économique, nous avons étudié quelques solutions du marché. Et nous nous sommes dit que, comme les villes, nous avons besoin de donner accès aux canalisations, à l'eau canalisée. Nous avons trouvé un aquifère qui avait été bien étudié et nous avons vu la pérennité de cet aquifère qui pourrait durer pendant 60 ans si nous travaillons avec 30 000, 40 000 pays. Mais nous avons vite réalisé qu'une canalisation ne serait pas possible avec les ressources financières dont nous disposons. Nous avons décidé de changer la donne. Et une assistance est venue d'un fonds CFR, d'une société de fer, d'acier, et nous avons ensuite élargi le système. Nous avons changé de système de l'eau canalisée vers un système en bouteille. Dans la partie rurale du Bangladesh, les femmes passent 16 ans de leur vie à aller chercher de l'eau.
selon une étude. Dans la ville, l'eau est subventionnée. En zone rurale, les personnes payent 40% de plus pour l'eau potable, sans considérer les autres eaux domestiques. Nous avons estimé donc que la canalisation serait trop chère et nous avons constaté un besoin de système d'eau en bouteille, tout d'abord parce que les coûts sont moindres et l'eau peut être délivrée à des foyers individuels, peu importe la distance, peu importe les conditions de route. L'objectif est de fournir une eau de qualité à un taux subventionné comme pour les citoyens en ville. C'était notre objectif. La définition de la qualité a commencé à changer avec le temps. Où j'ai grandi, la qualité de l'eau a été déterminée par deux facteurs, E. coli et l'arsenic. Il n'y avait pas d'autres paramètres pris en compte, alors que la norme internationale est complètement différente. Nous avons fait ce travail depuis 2 ans avant la collaboration avec 1001 Fontaines. Nous avons atteint 1400 à 1500 foyers, environ 6000 personnes. Nous avons testé avec les véhicules électriques, des véhicules un peu artisanaux au gasoil. Nous avons tout testé pour voir ce qui fonctionnait bien, quels sont les coûts, etc. Même suite à ce projet, cette intervention a continué. C'était pérenne et la qualité de l'eau était pérenne. Nous avons reçu des permis d'exploitation de l'autorité du Bangladesh. Depuis 40 ans, vu que nous travaillons dans cette région, ça s'est transformé en entreprise sociale et les personnes ont accepté. Nous appelons cette eau l'eau de transition. À la fin de ce projet avec Aquaforall, 1001 Fontaines nous a été présenté au travers d'un message LinkedIn. Et toute l'équipe est venue, nous avons appris à nous connaître. C'était une amitié qui s'est créée. Tout d'abord, c'était une amitié. Et petit à petit, nous avons compris que nous avons cette mentalité associative où on donnait toujours sans recevoir de l'argent de la part des communautés. Et une bonne synergie ici, c'est que 1001 Fontaines nous aide à donner une dynamique. Nous avons tous les deux cette dynamique d'accès à l'eau. La deuxième synergie, c'est que nous nous focalisons sur la qualité de l'eau, mais aussi sur le bon prix. Parce que chez Uttaran, nous travaillons chez les communautés marginalisées. Bien sûr, l'accès à l'eau doit être universel, mais c'est un principe pour nous que les communautés marginalisées doivent être ciblées en premier. De 1001 Fontaines, nous profitons de cette expertise dans la gestion d'une entreprise sociale. Nous étions avant une ONG, mais nous avons évolué parce que ce système fonctionne. Nous avons travaillé avec des études de fonds verts en comparant les différents modèles de l'accès à l'eau. Nous avons vu que ce modèle d'eau en bouteille avec l'acheminement en véhicule électrique ou au gasoil, avec cette livraison à domicile, a énormément de bénéfices, d'avantages pour les sociétés. Et cela donne un accès à l'eau potable. Nous sommes en croissance en tant qu'équipe. Nous sommes dans une communauté où nous manquons un peu d'expertise, mais avec 1001 Fontaines, ils nous apportent cette expertise. Et comme Amandine nous a dit, nous apprenons aussi des communautés. Nous sommes une entreprise d'eau renouvelable. Nous avons testé 7 différents véhicules. Nous avons échoué, nous avons perdu des choses, mais là, nous avons regagné la confiance de la communauté. Cette usine, ce processus, cette eau
commence à être approprié par la communauté locale, ce qui est génial. But thank you so much. Yes. Merci beaucoup. Thank you so much. Je vous l'avais dit, hein, Zaïd, c'est un homme qui est passionné au service de sa communauté. Et vraiment, pour nous, c'est un honneur de travailler avec Outran, parce que ce qu'il nous raconte là, c'est vraiment l'histoire d'un entrepreneur social qui a imaginé un projet avec ses succès, ses échecs, qui essaye. Et aujourd'hui, Outran a créé finalement un water kiosque sur un modèle au Bangladesh, hein, qui a quand même plus de 1000 bonbonnes par jour. Et donc voilà, l'idée, c'est d'allier nos forces. C'est de faire en sorte que leur connaissance du terrain, leur esprit d'initiative et l'expérience de Mille et une Fontaines, on puisse avoir une communauté de vision et puis une synergie. Donc l'objectif, c'est de poursuivre la croissance des opérations. Donc on a un projet sur 2 ans qui va se terminer l'année prochaine, où on va lancer une 2e puis une 3e usine. On va travailler sur le modèle opérationnel, le modèle économique, puisqu'il y a des sujets de production et surtout de distribution qui sont un petit peu différents de ceux du Cambodge. Donc on va apprendre, je dirais, réciproquement. Et puis on va essayer de démontrer la capacité de Mille et une Fontaines à apporter une valeur à ce projet. Et donc là, si on arrive à démontrer cette phase pilote, et je suis sûr qu'on va y arriver, l'idée, l'ambition commune qu'on a établie ensemble, c'est de viser 1 million de bénéficiaires dans le pays. Donc on va travailler ensuite sur un déploiement à plus grande échelle. Donc vraiment, merci beaucoup Zaïd, on est vraiment très fiers et heureux de travailler avec vous sur ce partenariat. Et je voulais, avant de vous parler de... Thank you again. Et je voulais ensuite faire une autre surprise, accueillir une dernière invitée qui est cette fois-ci en duplex de Katmandou, au Népal. Anisha, es-tu parmi nous? Bonjour Anisha. Alors Anisha, tu as démarré il y a 2 jours une mission d'exploration au Népal et on est très heureux parce que c'est une étude qui, je l'espère, sera conclusive. Dis-nous en 2 mots quel est l'objet de ton étude et puis surtout comment tu vas, Anisha. Merci beaucoup. Je suis très heureuse de participer à cette célébration. Je m'appelle Anisha. Pour me présenter très rapidement, je travaille depuis 15 ans en Inde et au Népal pour développer et mettre à l'échelle des entreprises pérennes. Je dirige une entreprise sociale basée au Népal qui met en œuvre des solutions durables avec toute une gamme de produits, des systèmes de filtration d'eau, et nous travaillons également dans des systèmes de filtration d'eau potable. C'est cette expérience et cette motivation qui m'a amené à rentrer en contact avec Mille et une Fontaines, et depuis 1 an et demi, nous menons une étude de marché ici au Népal afin de comprendre quelle est la réalité sur le terrain en ce qui concerne l'accès à l'eau potable. La situation n'est pas différente de la situation décrite par les autres intervenants. La situation est pareille ici. L'accès à l'eau potable est une priorité pour un pays en développement comme le nôtre, et la qualité d'eau est un objectif qui semble encore loin. Très peu de l'eau bue par les gens est considérée comme étant salubre et propre à la consommation. Donc avec notre étude, nous avons essayé de comprendre les géographies d'un point de vue micro, et quels sont les défis côté offre et côté de la demande en ce qui concerne l'eau potable et notamment l'eau en bouteille ou en bonbonne. Comment cette eau est-elle perçue? Quel est l'écosystème existant dans le pays? Et quels sont les défis en termes de réalité opérationnelle et les défis du point de vue des utilisateurs? Nous avons vu que la situation est très complexe dans les zones urbaines, mais les zones rurales n'ont pas connu la pénétration d'une eau potable. La situation en zone rurale au Népal est différente de la situation au Bangladesh. On parle d'eau qui a l'air d'être propre sans qu'elle soit réellement propre. Donc il y a vraiment une lacune sur le marché. Et même si je travaille dans le secteur de l'eau, je constate qu'il y a des lacunes
qui n'ont pas été comblés pour l'instant. Et c'est cela qui me motive quand j'entends le travail de Mille et Une Fontaines. Et c'est pour cela que je vous parle aujourd'hui. Et c'est pour cela que j'aurai sans doute un contact avec plusieurs d'entre vous dans les mois à venir, parce que c'est tous ensemble dans les mois à venir que nous pourrons commencer à développer un modèle opérationnel. Nous allons chercher à tirer l'expérience que vous avez, tirer les leçons de l'expérience que vous avez dans différents pays pour voir quel est le modèle qui conviendrait au Népal afin de combler les lacunes dans l'écosystème de l'eau potable. Je suis heureuse d'être parmi vous et j'ai beaucoup de choses à apprendre de vous. Merci de m'avoir donné la possibilité de vous parler. Merci à toi et bienvenue chez Mille et Une Fontaines. Comme vous le voyez, quand on parle de l'avenir, on a encore beaucoup de projets, beaucoup de réalisations. Je vois que Jean-François nous a rejoints et comme il disait, maintenant on va enfin pouvoir commencer à bosser. Qu'il s'agisse du Cambodge, où on est déjà le premier producteur d'eau pour les populations vulnérables et où on vise à atteindre 400 kiosques en activité, à poursuivre notre transformation en profondeur du pays, qu'il s'agisse de Madagascar, où, fort du succès de notre usine à Tamatave, nous allons lancer une phase très ambitieuse de réplication à travers le pays, du Vietnam et du Bangladesh, où nous allons poursuivre l'expérimentation et, je l'espère, démontrer la pertinence et la viabilité de nos approches, ou encore du Népal, où nous espérons qu'un nouveau projet Mille et Une Fontaines verra le jour en 2025. Nous sommes tous unis par un même but, permettre à toujours plus de personnes vulnérables dans le monde de bénéficier de services d'eau potable et fiables. D'ici à 2030, nous comptons à minima doubler notre impact en devenant la solution d'eau potable de référence pour les populations vulnérables dans 5 pays. Faire en 5 ans, créer en 5 ans le nombre de bénéficiaires que nous avons créés ces 20 dernières années, voilà notre challenge. Ce serait formidable d'y arriver. Ce serait formidable, mais ce ne serait qu'un jalon d'une ambition long terme beaucoup plus transformante. Comme me l'a dit un jour Virginie Legrand, dans un monde comme le nôtre, il est notre devoir de garder l'espoir et de jamais baisser les bras. Vous pouvez compter sur nous, sur notre engagement. On sera là dans 5 ans, on sera là dans 10 ans et on sera là dans 20 ans. Merci à vous.